Vous venez juste d'allumer votre téléviseur, hein. Bienvenue dans le 7 Show. On parle d'intégration africaine. Gaël nous revient avec un reportage sur un week-end culinaire qui a été réalisé par les étudiants de l'Université du Sahel à Gorée. Et elle nous tend un peu la perche. C'est une bonne transition. Notre invité, lui, prône d'une certaine façon, on va dire, cette intégration africaine dans la mesure où il est pour un retour aux sources, pour un développement du continent par ses fils, par les africains. Semi Keba, encore une fois. Kémi Seba. On fait souvent la confusion. Bienvenue dans le 7 Show. Alors, vous en pensez quoi justement d'un week-end culinaire comme symbole de l'intégration? Bien souvent, le repas, bonsoir à vous déjà pour commencer. Bien souvent, le repas est la carte d'identité. Moi, je parle en tant qu'enfant né dans la diaspora, d'accord, enfant africain né dans la diaspora, afrodescendant. À partir d'un repas, comme l'a très bien dit Gaël tout à l'heure, on est capable de repérer de quel coin du continent la famille africaine est installée, d'où elle est issue. Et en ce sens-là, la démarche du président des étudiants de l'Université du Sahel, Lardri Koutiki, que je tiens à saluer, est pertinente et brillante, puisque Gorée est un lieu de dispersion, un lieu de déportation, un lieu de transition, de manière historique, et trouver une multiplicité de plats qui, quelque part, montre aussi l'unicité de cette population qui, au départ, était unique et s'est divisée par la suite par le fait de l'histoire. Je pense que c'est très pertinent de sa part et ça donne matière à réflexion pour ceux qui sont épris de raison. Dans ce cadre-là que je me situe en tout cas. Et moi je tiens quand même à dire que monsieur Kémi Seba était présent lors de ce week-end d'intégration, mais on a décidé de ne pas forcément le mettre à l'image parce qu'on devait l'avoir en face de nous. Et justement, on vous voit souvent accompagner beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles où ces étrangers organisent des activités comme ça, communautaires et tout. Et ils vous voient apparemment comme une sorte de guide, et peut-être dont les conseils les aident aussi à s'intégrer dans ce pays étranger qui est le Sénégal. Donc moi j'aimerais savoir parce que moi je vous cite, vous pensez est-ce que finalement il y a lieu de s'intégrer à partir du moment où on vient d'un même peuple? Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que cette intégration là dont on parle, vous n'y croyez pas, ou bien vous avez une conception à vous de l'intégration? J'ai une conception qui s'inscrit, je pense, dans la droite lignée de ceux qui nous ont précédés, de nos aînés. En l'occurrence, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Patrice Emery Lumumba, les Cheikh Anta Diop, les reines Zinga et autres, parce qu'il n'y a pas que les hommes, mais aussi les femmes qui font partie de ce patrimoine. On fait partie d'un foyer civilisationnel commun. Quand j'entends le terme étranger, ici, même si on se comprend quand on l'emploie, ça me fait sourire intérieurement, dans le sens où le terme étranger, je l'ai beaucoup entendu en Occident, en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, dans des endroits où j'ai pu de nombreuses fois voyager. Et ça avait plus, à mon sens, de réalité quand on parlait de cette étrangeté-là, puisque les cultures et les coutumes étaient différentes. Or, moi qui ai eu l'occasion d'échanger, de discuter, depuis maintenant 13 ans que j'ai commencé cet activisme politique et cette prédication quasiment panafricaine, j'ai eu l'occasion de voir que dans toutes ces diverses, entre guillemets, cultures, coutumes, traditions africaines, il y avait un foyer civilisationnel commun, que Cheikh Anta Diop expliquait clairement dans le livre Nation d'agriculture. Il y a eu la théorie et la pratique, je la vois depuis un certain nombre d'années, que ce soit en Occident ou en Afrique. Donc je suis dans cette démarche de voir, non pas l'intégration, mais aller vers plus de compréhension. Je pense que les différentes parties du continent ont besoin de se comprendre pour que le projet initial du panafricanisme qui est les États-Unis d'Afrique puisse, non pas aujourd'hui évidemment, mais sur la durée, voir le jour. Et c'est des petites démarches comme celles que nous avons vues qui peuvent faire la différence. Alors, un projet panafricaniste dont nous allons reparler tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on en vienne à l'autre Semi Keba, peut-être Kémi Seba, peut-être que je me trompe. Kémi Seba, non, pas du tout. En plus, il signifie étoile noire au passage. Ça se voit que je me suis renseignée. Alors, Kémi Seba, vous me direz si vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais je me mets juste à la place du téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui dans le 7 Show. Si vous ne connaissez pas, que votre visage ne lui revient pas et qu'il va sur Google et qu'il tape Kémi Seba, c'est un Kémi Seba bagarreur, rebelle, révolutionnaire avant African Mosaic. Aujourd'hui, on a juste l'impression, il serait en droit de se demander finalement, ce téléspectateur, en vous voyant aujourd'hui sur le plateau de cette show, si vous n'avez pas fait un virage à 180 degrés, si vous n'avez pas mis de l'eau dans votre vin avec ce discours un peu plus modéré, plus calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a un autre Kémi Seba? Alors, je vous répondrai clairement que le Kémi Seba que je suis est le Kémi Seba que j'étais hier.
La différence, c'est que mes interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, il est évident que vous aurez une tonalité un peu plus bagarreuse que lorsque vous êtes face à des magnifiques sœurs ou des, je ne vais pas dire ravissants frères, mais des sympathiques frères. Merci. Et en ce sens-là, évidemment que la démarche, la réflexion s'oriente et est un peu plus en adéquation avec une optique de paix. Lorsque vous êtes en famille, vous êtes plus en paix que lorsque vous êtes dans un lieu où l'hostilité et la négrophobie est bien plus que jamais présente. Donc c'est dans ce cadre-là que je n'ai pas changé. Le projet, on va peut-être un peu plus en parler, mais le projet s'adapte à une réalité. On est dans une optique de construction. Quand je parle et quand je dénonce l'impérialisme, je suis dans une optique d'opposition, de dénonciation. Mais une opposition sans proposition, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Et je pense que l'heure est à la concrétisation d'un travail que j'ai commencé il y a maintenant plus de 13 ans. Et donc, c'est une suite logique. Il n'y a aucun virage dans ce cadre précis. Il y a simplement une avancée sur le terrain d'un projet que j'avais initié depuis un certain nombre d'années. Justement, vous avez parlé de ces 13 ans d'activisme. Aujourd'hui, ces 13 ans d'activisme, d'engagement vraiment en faveur de cette cause que vous avez défendue ardemment. Vous décidez de quitter la France, votre pays d'accueil, pour venir vivre au Sénégal. N'avez-vous pas le sentiment des fois d'avoir perdu la bataille, d'avoir cédé face à une pression? Parce que de l'avis de certains, justement, il faut être dans le système pour pouvoir le changer. Là, vous n'êtes plus là-bas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir cédé à la pression? On pourrait, dans ce cas, insulter la mémoire de nos aïeux qui eux se sont battus ici, les communes Nkrumah, les Thomas Sankara qui n'étaient pas à Paris, des personnes comme Robin Oumniobé qui étaient ici, des gens comme Cheikh Anta Diop qui se sont battus eux aussi ici. Ma démarche a toujours été une démarche garvéiste. Pour ceux qui la connaissent, Marcus Garvey parlait du Back to Africa. J'ai commencé en 99, mon discours officiel était que la place finale des Africains, des Afro-descendants, était de rentrer en Afrique. Mais qu'avant qu'il y ait ce rapatriement, il fallait qu'il y ait un certain nombre de thématiques qui soient sorties. Et je pense, sans l'aide de qui que ce soit, et avec l'aide de la diabolisation, peut-être, qui quelque part m'a beaucoup servi, médiatiquement parlant en France, parce que c'est ça qui a fait que les étudiants aussi me connaissent, et que même la société africaine mosaïque m'a engagé comme porte-parole. Cette diabolisation m'a permis en réalité d'être en contact avec des jeunes révolutionnaires africains. Et c'est dans cette optique que je me situe. Je n'ai absolument pas abandonné une cause. Au contraire, je dirais qu'un panafricain loin de l'Afrique, il arrive un moment où c'est un footballeur sans ballon. Voilà, j'ai beaucoup d'amis footballeurs et on peut s'entraîner longtemps. Je me suis entraîné 13 ans, mais le match commence aujourd'hui, ici. Soit. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut parler de panafricanisme, de reconstruction. Donc on en vient à votre projet, donc African Mosaic, pour lequel vous êtes ici. Donc, moi, j'aimerais savoir le choix du Sénégal. Est-ce qu'il était déterminant pour que le projet soit mené à bien? Donc comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors concrètement, il faut savoir que pourquoi on a choisi le Sénégal? Pour une simple et unique raison. Il y a différents facteurs. Un facteur historique. Il y a des figures tutélaires comme Cheikh Anta Diop que nous respectons. Non pas que nous adulons, comme certaines personnes pourraient faire, mais que nous respectons. Nous respectons son travail à haute portée scientifique. Il y a le lieu qui est Gorée aussi. Il y a aussi des facilités d'installation, des facilités de développement qui sont présentes au Sénégal, quel que soit le bilan qu'on puisse tirer par rapport aux autorités, que certains critiqueront ou d'autres pas, là n'est pas la question, mais il y avait des facilités sur le terrain de l'infrastructure qui nous ont poussés à nous installer ici. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le projet de la Société Africaine Mosaïque, qui a dépensé quand même plus de 400 000 € pour le développement ici, il faut le rappeler, s'inscrit dans une démarche de laboratoire. Ce que nous faisons ici au Sénégal et ce que nous réussissons, c'est ce que nous répéterons à l'échelle du continent. Nous sommes dans une démarche aujourd'hui de comprendre que le panafricanisme théorique est passé. Les livres, c'était quelque chose de déterminant. Il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, c'est ce que je dis tout le temps à tous les étudiants auxquels je parle, on ne peut pas avancer. Mais si nous ne pratiquons pas les choses, nous n'irons nulle part. Et donc, nous avons construit des centres commerciaux, donc avec des conditions bioclimatiques, adaptées à l'environnement, qui respectent. Ça y est, c'est déjà fait, c'est du concret. C'est du concret. Vous êtes invité d'ailleurs, si vous me permettez, à venir voir de près ce qui se fait. C'est du côté, donc, c'est à côté de Tiafoura, entre Tiafoura et la Somone, précisément. Pour une Sénégalaise, je ne sais même pas. Tiafoura, j'ai un peu honte là. J'ai un peu honte. Enfin, la Somone, je connais, mais Tiafoura, alors là, je suis complètement larguée. L'intégration est synalagmatique et non pas unilatérale. Mais vraiment, plus que jamais, il y a à ce lieu-là une porte, une pépinière de réenracinement qui est faite pour que des Afro-descendants, des gens de la diaspora, mais aussi surtout des personnes du continent. Il y a des Guyanais qui ont investi, des Martiniquais qui ont investi, des Ivoiriens, des Sénégalais,
Les premiers qui sont rétribués... Qui ont investi, expliquez-nous un peu comment ça se passe financièrement, comment le projet a vu le jour. C'est une société de droit sénégalais, d'accord. C'est une société anonyme de droit sénégalais qui marche par le système d'actionnariat. C'est une société panafricaine, idéologiquement parlant, installée sur le terrain de la réunification du continent africain, des populations, des composantes de la population africaine, qui s'est mise en tête et qui a pris comme objectif prioritaire et principal de construire des pépinières de réenracinement pour les afrodescendants et des pépinières de réconciliation entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. On a pris comme principe que la meilleure façon de réaliser cette réconciliation, c'était de la réaliser dans le travail et dans le concret. Bien souvent, et c'est quelque chose, je suis issu de la diaspora, mais je n'ai pas honte de le dire, beaucoup d'entre nous, on vient ici, lorsqu'on vient en Afrique, on vient jouer entre guillemets les chefs alors qu'on n'a aucune raison de le faire. On a plus à apprendre des gens ici que de conseils à donner à la base. Et là, Africa Mosaic a décidé de venir en étant dans une démarche d'étudier le terrain, d'être à l'écoute des besoins de la population locale, de proposer du travail par rapport à cette population. Par exemple, dans le village de Tiafoura, très peu de l'économie, disons les choses telles qu'elles sont, était à un certain niveau au point mort. Et on s'est dit qu'avec l'expérience qu'il y avait, avec les fonds qu'il y avait en Occident, et ce sont des fonds qui viennent de partout, et nous continuons à appeler des gens aussi, des Sénégalais qui investissent, des joueurs d'équipe nationale investissent, des personnes qui sont tournées vers cette idée du panafricanisme. Et vous prenez la main-d'œuvre locale? On prend la main-d'œuvre locale qu'on paye à des prix qui sont supérieurs à ce qu'on peut voir ailleurs, parce que nous pensons que si c'est simplement pour avoir la main-d'œuvre pour main-d'œuvre, il n'y a pas de but idéologique ou une philosophie d'unité derrière, ça ne sert à rien. Et donc par conséquent, il faut les rétribuer à la hauteur du travail fourni et les récompenser pour la dignité qui est la leur. Voilà, c'est notre démarche. Mampatou, Alexis, avant qu'on ne poursuive. Moi, j'avais juste une question par rapport à vos autres activités. Vous animez également une émission radio, Afro Insolent, c'est ça? Alors, quel en est le concept? Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, sachant que ça passe tous les jeudis soirs? Tous les jeudis soirs, à 21h. Exactement, à 21h hors de Dakar, 22h. C'est Afro Insolent. Afro Insolent, c'est la juste appellation de terme. La justice française et le gouvernement français m'a toujours qualifié d'insolent. C'est une sorte de provocation. Vous continuez dans la provocation. Disons que j'ai pris pour habitude depuis que je suis petit de prendre les étiquettes négatives et de les transformer en quelque chose de amélioratif. Donc l'insolence ne me dérange pas. Si c'est l'insolence dans la sapience, c'est comme ça que je me considère en tout cas. Et Afro, c'est ce que je suis. Et donc c'est une émission en talk show radio. Un tantinet provocateur, c'est ce qui fait le succès de cette émission. On est classé dans les 10 premières émissions sur plus de 52 000 sur la plateforme radio Blog Talk Radio sur Internet, qui est la plus célèbre plateforme radio du net. Et donc, ça mélange, ce talk show, l'information, des sujets très sensibles, des sujets parfois tabous dans la société, aussi de l'inspiration. On est là aussi pour faire rire les gens. On est là aussi pour les secouer, pour provoquer l'électrochoc et pour redéfinir le concept de négritude. Voilà. Alors moi, une question. Vous avez parlé de projet de réenracinement. Alors comment ça se passe lorsque vous accueillez donc ces Africains issus de la diaspora, et surtout vous avez un pins représentant une panthère noire. Êtes-vous embrassez-vous les idées des Black Panthers, parce que lorsqu'on voit une panthère noire, on pense directement à cette entité de l'activisme noir aux États-Unis. Alors clairement et simplement, on ne va pas y aller par quatre chemins. Je suis le représentant francophone de l'organisation New Black Panther Party, qui a été créée en 1989, qui n'est pas liée directement aux Black Panthers originels, qui eux étaient beaucoup plus axés sur la politique intra-américaine, révolutionnaire noire mais intra-américaine, mais qui s'inscrit beaucoup plus sur le panafricanisme, sur le retour aux sources de la terre-mère, que Stokely Carmichael, qui était l'un des anciens membres des Black Panthers, prônait lui aussi, puisqu'il est rentré en Afrique, en Guinée et au Ghana. Et donc le New Black Panther Party, ce badge-là, c'est le badge, et ce que vous voyez en dessous, c'est Marcus Garvey, Back to Africa, le retour en Afrique, qui est un but pour moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc c'est une organisation panafricaine dont je suis le représentant francophone, qui passe ce message de dignité, de fraternité et surtout de solidarité. C'est l'optique qui est la nôtre, c'est la finalité qui est la nôtre, et nous sommes prêts à employer tous les moyens à notre disposition pour que cette solidarité puisse se faire. Nous partons du principe que le panafricanisme est une démarche très sérieuse, trop sérieuse pour la laisser aux oubliettes ou pour la laisser être utilisée par des gens qui n'en maîtrisent pas véritablement le concept. Et la meilleure façon Quand vous parlez de gens qui n'en maîtrisent pas véritablement le concept, vous parlez de qui? Vous pensez à qui? Il y a des gens dans ce pays et dans d'autres qui parlent de panafricanisme et qui font le jeu
des élites occidentales, de l'oligarchie occidentale, et qui ont, j'ai envie de dire, vidé de sa substance ce concept. Et je pense que sans être dans une démarche d'attaque ad hominem, il suffit simplement de constater qu'aujourd'hui le panafricanisme est utilisé à toutes les sauces, mais que malheureusement, ces sauces-là n'ont pas toutes le même goût. Et ce n'est pas le goût de Kwame Nkrumah, ce n'est pas le goût de Marcus Garvey. Ce Back to Africa-là, ce n'est pas ce goût du retour aux sources, c'est de la compréhension de soi. Et nous, c'est dans cette démarche qu'on se situe. On essaie d'être dans la concrétisation. Non seulement on essaie, mais on l'est aujourd'hui. Et la meilleure des concrétisations, c'est de montrer qu'on est sur le terrain social présent. Beaucoup de discours, c'est bien, mais beaucoup d'actions, c'est mieux. Et donc la radio, la démarche du Black Panther Party que je représente sur le terrain francophone et la Société africaine mosaïque sont 3 axes. On est dans une démarche tricéphale, 3 têtes, mais pour un même corps, qui est la reconstitution, la reconsolidation du continent africain, avec nos modestes moyens. Dernière question, Kémi Séba. Nous avons vécu une période assez tragique, on va dire, en 2002, avec des jeunes Sénégalais qui ont emprunté, on va dire des jeunes Africains qui ont emprunté des embarcations de fortune à la recherche d'un Eldorado mythique, souvent au péril de leur vie, de leur existence. Aujourd'hui, vous avez ce projet. Quel est le message? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous avez toujours ce talent, cette envie, ce talent de prédicateur, on va dire, d'aller vers ces jeunes et justement de les sensibiliser par rapport à cela? C'est ce qu'on fait clairement, je remercie véritablement de la question, c'est ce qu'on fait clairement lorsque je vais dans toutes les universités de Dakar, l'UCAD, l'AFI, l'Université du Sahel, entre autres, et que je passe ce message aux étudiants qui est que arrêtons de nous comporter comme des aveugles assis sur un banc en or massif qui faisons la manche. On tend la main vers l'Occident pensant que toutes les richesses sont en Occident, alors que l'Occident sait que les richesses naturelles du monde se trouvent dans le grenier de l'humanité qu'est l'Afrique. L'Afrique était le berceau de l'humanité et notre obscurité, notre volonté de ne pas regarder ce qui se passe sous nos pieds fait qu'on est en train de transformer notre continent en tombeau. De berceau, on passe à tombeau. Et on essaie de corriger cela par des actes positifs, par une démarche de fierté, par une démarche de revaloriser nos femmes, nos frères et surtout le patrimoine culturel qui est le nôtre. Voilà la démarche. Moi, je voulais dire, j'ai dit dernière question. Ce sera vraiment la dernière. Parce que souvent, dans des projets comme ça, qu'on le veuille ou non, je pense qu'une réelle volonté politique, une volonté politique peut aider. Est-ce que, je veux dire, dans votre action de tous les jours, vous recherchez le soutien des politiques ou alors vous êtes complètement détourné des politiques et c'est un mouvement social? Politique qui vient, citoyen, étymologiquement parlant, du terme politéia qui signifie participation à la vie de la cité. J'aime les mots, prédicateur que je suis toujours, plus que jamais. Participation à la vie de la cité, c'est ce que nous faisons. Beaucoup de gens aujourd'hui se présentent comme politiciens, mais sont moins impliqués sur le terrain social que nous, qui ne sommes pas forcément sur un terrain électoraliste. De toute façon, je suis... mais quand je parle de politique, je parle de politiciens. Moi, je parle vraiment du gouvernement, de l'État, de la République. J'ai bien entendu votre question, mais entendez bien ma réponse. Oui. C'est vraiment... On participe à la vie de la cité, nous n'avons pas forcément besoin, nous n'avons pas forcément envie d'être récupérés par quelconque parti. Par contre, une chose est claire et nette, quelles que soient les forces d'où elles viennent, si des gens veulent nous aider sans se présenter en tant que membres d'un parti ou d'un autre, s'ils veulent mettre leurs mains et porter leur aide à l'édifice, il n'y a aucun souci. Nous sommes ouverts à cela. Mais aucune récupération. C'est un projet qui au départ est installé au Sénégal, qui sera installé au Congo, qui sera installé au Bénin, qui sera installé au Cameroun, partout en Afrique le plus possible. Peut-être avec votre aide aussi, qui sait. Donc c'est la démarche qui est la nôtre et je pense que le véritable avenir politique, c'est sur le terrain, c'est la société civile qui peut le porter. Merci beaucoup à Kémi Séba et voilà pour faire honneur à ce projet qui est une très belle initiative, il faut le reconnaître. On reste dans le tempo avec cette pause musicale africaine.